On commence cette série de vidéos d'explication ou de lecture de la thermodynamique par le premier chapitre qui englobe deux parties. La première partie sur les systèmes thermodynamiques et la deuxième sur les gaz parfaits. Donc un système thermodynamique, c'est une région de l'espace limitée par une surface. Voici la surface de limitation. À l'extérieur de cette surface-là, on trouve ce qu'on appelle l'extérieur, donc le système et on a l'extérieur, et l'ensemble constitue ce qu'on appelle l'univers. Donc on a le système, l'extérieur, et le système plus l'extérieur, c'est l'univers. Donc l'interaction entre le système et l'extérieur définit la nature du système. On a des systèmes ouverts qui peuvent échanger avec l'extérieur de l'énergie ou de la matière. Donc comme une salle ouverte, si on a une salle ouverte, on peut échanger avec l'extérieur de la salle de l'air et on peut échanger aussi de l'énergie. On a aussi des systèmes fermés, c'est ce qu'on va étudier généralement en thermodynamique, c'est les systèmes fermés. Pour les systèmes fermés, on ne peut pas échanger la matière, mais on échange l'énergie. Donc on peut échanger l'énergie, mais pas la matière. Et pour les systèmes isolés, on peut pas échanger ni la matière, ni l'énergie. En réalité, on n'a pas un système parfaitement isolé, on a seulement des systèmes fermés et des systèmes ouverts. Isolés, on peut penser qu'un système est isolé, mais généralement, la majorité des systèmes sont fermés. C'est très difficile de créer un système isolé. Donc, pour décrire un système, on a deux méthodes. Soit on effectue une étude microscopique. Dans cette étude-là, on a notre système qui est constitué d'un ensemble de particules. Généralement, c'est un nombre très grand, de l'ordre de nombre d'Avogadro. Et on peut faire l'étude microscopique en s'intéressant à chaque particule. Et pour chaque particule, on écrit le PFD par exemple. Donc on considère que la particule de notre système, c'est une particule ponctuelle et donc on peut appliquer le PFD à cette particule-là. Mais le problème, c'est qu'on a un nombre très grand de forces. Donc on a un nombre de forces qui est de l'ordre de nombre d'Avogadro. Donc pour décrire tout le système, on doit écrire un nombre très grand de relations avec un nombre très grand de forces, ce qui est très difficile à résoudre. Donc on ne peut pas résoudre ce type d'équation-là. D'autre part, la résolution de ce type d'équation va donner la position, donc x de t, y de t et z de t de chaque particule, et donc on peut déterminer v de t de chaque particule. Mais généralement, en thermodynamique, on ne s'intéresse pas à la vitesse, la position des particules qui constituent un gaz, mais on s'intéresse à des paramètres macroscopiques. C'est pourquoi on s'intéresse à l'étude macroscopique. Et dans cette étude macroscopique, on s'intéresse à ce qu'on appelle les variables d'état. C'est des variables macroscopiques qui permettent de décrire le système. On peut parler de la température T, la pression P, le volume V, la masse volumique, la masse totale, la densité, etc. Ces grandeurs, c'est ce qu'on appelle les variables d'état. Et la relation entre les variables d'état d'un système, c'est ce qu'on appelle l'équation d'état. Donc l'équation d'état, c'est la relation entre les variables d'état d'un système. Et chaque système possède une équation d'état. Donc on parle de deux catégories de variables. On a des variables extensives et des variables intensives. On dit qu'une variable est extensive si il est proportionnel à la masse, comme la masse, la quantité de matière, le volume, etc. Et on a aussi des variables intensives qui ne sont pas proportionnelles à la masse, comme la température, la pression, la masse volumique et la concentration. Pour différencier entre ces deux variables, il suffit de prendre deux systèmes identiques qui ont la même variable. Par exemple, la température T1 et ici un autre système de température T1.
Si on regroupe les deux systèmes, on obtient un système plus gros de température T1. Donc la température finale, c'est pas la somme des deux températures. Et donc on parle d'une variable intensive. Alors que si on parle de volume par exemple, si on a un volume V1, un système de volume V1, un autre système de volume V1, donc le système total possède un volume de V1. Donc c'est un système dont le volume change, donc on additionne les volumes et donc on parle d'une variable extensive. Et bien sûr, on peut remarquer que le rapport des deux variables extensives nous donne une variable intensive, la masse volumique par exemple, et le rapport de la masse qui est extensif et le volume qui est extensif aussi. Maintenant, on va parler de l'équilibre thermodynamique. Pour parler de l'équilibre thermodynamique, il faut le définir. Un système est en équilibre thermodynamique si il est en équilibre mécanique et donc notre système ne se déplace pas et on n'a pas une rotation. Donc le déplacement est régi par la somme des forces égale à 0 et la rotation est régie par la somme des moments égale à 0. Donc si la somme des forces appliquées sur un système égale à 0 et la somme des moments appliqués sur ce système égale à 0, alors le système est en équilibre mécanique. On doit avoir aussi un équilibre thermique, c'est-à-dire que la température est homogène et constante. C'est-à-dire que notre système possède une température qui est identique en chaque point et il reste constante. Donc la température est uniforme, c'est-à-dire elle ne dépend pas de la position. Il est constante, c'est-à-dire il ne change pas au cours du temps. Et on a aussi un équilibre chimique. Si on a un équilibre chimique, on n'a pas de réaction. Donc, un système est en équilibre thermodynamique s'il est en équilibre chimique, en équilibre thermique et en équilibre mécanique. Pour définir l'équilibre thermique, on utilise le principe zéro de la thermodynamique. C'est le premier principe qu'on va voir. Donc, c'est le principe zéro de la thermodynamique. La thermodynamique est basée sur quatre principes. Voici le premier. Ce principe nous dit que si on a trois systèmes, un système A, un système B et un système C. Si A est en équilibre avec B, en équilibre thermique, c'est-à-dire que la température des deux systèmes est identique et reste constante. Et B est en équilibre avec C. Donc la température de A, de B et la température de C est égale. Sont égaux bien sûr. Donc on a B et C possèdent la même température et la température reste constante. Donc la température de A et la température de C, c'est la même. Et A et C sont en équilibre thermique aussi. Donc on parle ici de l'équilibre thermique et non pas de l'équilibre thermodynamique. Donc c'est notre cas. On peut avoir un équilibre thermique sans avoir un équilibre thermodynamique. Pourquoi on ne peut pas parler d'un équilibre thermodynamique? Parce que on peut, par exemple, avoir deux systèmes. Par exemple, on peut avoir trois systèmes, un acide, une base et un autre acide. Donc, l'acide et la base réagissent. La base et l'acide réagissent, mais cet acide et cet acide-là ne réagissent pas. On ne peut pas avoir une réaction entre deux espèces acides. Donc une réaction acido-basique, bien sûr. On peut avoir d'autres réactions. Donc ce principe, le principe zéro, c'est pas un principe valable pour l'équilibre chimique. Il est valable pour l'équilibre thermique. Et donc c'est pas valable pour l'équilibre thermodynamique. C'est seulement pour l'équilibre thermique. Pour caractériser un système, on utilise ce qu'on appelle les coefficients thermoélastiques. Les coefficients thermoélastiques sont des coefficients qui permettent de caractériser un système thermodynamique. Généralement, on les utilise pour caractériser les fluides. Le premier, c'est le coefficient de dilatation isobare. Le coefficient de dilatation isobare, c'est quoi? C'est un coefficient qui quantifie la variation de volume lorsqu'on change la température. Donc, on a un système. On varie la température, par exemple, on augmente la température et on regarde le volume.
Si le volume augmente, donc la dérivée de volume par rapport aux températures est plus grand que par rapport à la température est supérieure à 0. Si le volume diminue, alors cette dérivée-là est négative, fois 1 sur V, donc c'est négatif. Donc alpha est négatif. Et donc on peut étudier la variation, la dépendance entre le volume et la température en utilisant ce coefficient-là, le coefficient alpha. C'est le coefficient de dilatation isobar. Isobar signifie que la pression, durant l'expérience, la pression est constante. C'est la signification du terme isobar. On a aussi un coefficient de dilatation isochore. Donc, lorsqu'on varie la température, on regarde la pression. Si on regarde la pression, on parle du coefficient bêta. C'est le coefficient de dilatation isochore. Isochore, c'est-à-dire le volume est constant. Donc, le volume qu'on a ici est une constante. Et pour le dernier coefficient, c'est le coefficient de compressibilité isotherme. C'est xT. Et pour xT, on a la relation moins 1 sur V de 2V sur dP. À T constante, isotherme, c'est-à-dire que la température est constante. Et donc, ce coefficient-là nous permet de voir lorsqu'on augmente la pression, est-ce que le volume augmente ou diminue à température constante, bien sûr. Donc, on parle de la dilatation et de la compressibilité ici dans les remarques, et on peut calculer ces coefficients-là en utilisant deux propriétés. La première propriété, c'est que si on trouve, par exemple, si on trouve V carré plus alpha plus un coefficient A fois V égale à nRT, je vais écrire une relation, par exemple, la relation entre V et T, c'est cette relation-là. Et on veut calculer cette dérivée dV sur dt pour évaluer alpha. Ici, c'est difficile d'avoir la relation V égale une fonction de t, qui est différente d'une fonction de V. Donc on doit, pour calculer la dérivée de V par rapport à la température, il faut isoler le volume seul. Sans la donc on doit écrire V égale à une fonction qui dépend de la température seule. C'est-à-dire la fonction f de t ne doit pas contenir le volume. Et puis effectuer la dérivée. Mais dans ce cas-là, c'est une équation de deuxième degré, donc on doit utiliser le delta, puis résoudre l'équation de deuxième ordre pour isoler le V. Au lieu de faire ça, c'est plus simple de calculer la dérivée de t par rapport à V. Donc, c'est plus simple d'écrire t égale à b v carré plus av sur nr, puis dériver t en fonction de v. Si on dérive t par rapport à v, il suffit de prendre l'inverse, c'est la dérivée qu'on veut calculer, ce qui permet de trouver alpha. De même pour bêta, de même pour gamma, toujours, si on veut calculer une dérivée, on a trouvé que c'est un peu difficile d'isoler la variable qu'on veut dériver, on prend l'inverse. Donc on dérive l'autre partie. On peut montrer aussi que le produit de ces trois dérivés égale à moins 1. C'est comme si on a ici P, V et T, et là c'est comme si on simplifie dV avec dV, dP avec dP et dt avec dt, pour se rappeler de cette équation-là. Donc le produit, c'est pas égal à 1, mais égal à moins 1. On peut démontrer ce théorème-là, ou cette relation-là, facilement. Et à partir de cette relation-là, on peut déduire la relation entre les coefficients alpha, bêta et xT. Donc on peut calculer bêta et xT et puis déduire alpha en multipliant par P. En utilisant bien sûr cette relation. C'est une relation de cours, donc vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel fluide. Maintenant, on va voir un exemple du système. L'exemple qu'on va voir, c'est l'exemple du gaz parfait. Pour l'étude du gaz parfait, on trouve plusieurs lois historiques. C'est pas nécessaire de connaître ces lois-là, c'est seulement une introduction, car l'étude des gaz était historiquement expérimentale avant
de, d'avoir l'étude théorique de ce type de gaz. Donc la première loi qu'on a vue, c'est la loi de Boyle-Mariotte. C'est une loi qui nous donne le produit PV pour un gaz. Donc Boyle et Mariotte remarquent que PV égale à constante pour un gaz si on fixe la température et N la quantité de matière. Donc pour n'importe quel gaz, si on fixe la température et la quantité de matière à des conditions bien sûr bien connues, on peut montrer que PV égale à constante. Pour la loi de Charles, on a montré aussi que le volume d'un gaz est relié à la température par cette équation-là, V0, facteur de 1 plus A, facteur de θ moins θ0. Dans tout le cours, je vais noter θ, la température en degrés C, et T, la température en Kelvin. Et bien sûr, voici la valeur de coefficient A. Pour la loi de Gay-Lussac, il relie la pression avec la température par une loi analogue. La loi d'Avogadro, on perd, il relie le volume et la quantité de matière. Donc ici, c'est le volume molaire en fait. Le volume molaire est constante pour tous les gaz à pression et température constante, bien sûr. Donc si on fixe la température et la pression et on prend le volume et la quantité de matière de n'importe quel gaz, on constate que le volume sur la quantité de matière reste constante durant cette étude-là. Donc, c'est la première partie de ce chapitre-là. On va continuer dans la deuxième vidéo.